Bienvenue à toutes et à tous. Juste 30 secondes, quelques mots en tant que faisant partie du comité organisateur du festival Allez Savoir. Juste pour vous rappeler que donc, le débat que auquel vous allez assister aujourd'hui, il s'intègre dans ce programme du festival Allez Savoir qui est à l'initiative de l'EHESS et de la ville de Marseille et qui, sur un thème qui est renouvelé chaque année. Cette année, le thème est s'informer vraiment, point d'interrogation, point d'exclamation, donc qui traite de questions d'information, de désinformation, de nouvelles vraies ou fausses, et qui tente de présenter au grand public, un public très large, l'apport des sciences sociales pour essayer de réfléchir à ces questions évidemment d'actualité brûlante et qui nous concernent toutes et tous en tant que citoyens. Et donc vous rappelez que c'est un festival qui dure sur 4 jours, il a commencé jeudi et il finit, la clôture est demain en fin d'après-midi, et vous avez tous sans doute vu sur la brochure papier ou le site internet, il y a énormément de manifestations, que ce soit des débats, des tables rondes, des pièces de théâtre, du cinéma, voilà, tout un ensemble de choses auxquelles vous pouvez assister. Peut-être même on aura d'ici la fin du débat la gazette du festival qui paraît tous les jours et qui sur un mode un peu humoristique agrémente aussi l'actualité du festival. Donc j'en dis pas plus et je laisse tout de suite la parole aux intervenants du débat aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup Julien Bonhomme. Bonjour à toutes et tous. Je suis Christophe Prochasson, chargé d'animer cette table ronde. Et avant de nous engager sans plus attendre, je vais présenter celles et celui qui vont participer à cette table ronde. J'en préciserai dans un instant les vues, les ambitions. Je commence par Anne Rasmussen, qui interviendra, j'allais dire, au nom de la guerre de 14-18, puisque 3 conflits vont être confrontés autour de la question qui va être soulevée, des fausses nouvelles, des rumeurs et de la désinformation. Donc Anne Rasmussen est directrice d'études de l'EHESS et membre du centre Alexandre Coiré. Elle m'a dit que c'était très important de citer le centre parce que la salle était remplie de ses fans. Donc je le dis avec une certaine insistance. Donc centre Alexandre Coiré. C'est bien comme ça suffit. Oui, oui. Oui, mais alors, on va pas ouvrir ce débat qui nous emmènerait trop loin. À côté d'elle, Cécile Boex, qui est politiste et qui, elle, rattachée au centre le César, dont l'acronyme m'échappe, enfin, centre d'études du fait religieux, et elle est maîtresse de conférences de l'École des hautes études en sciences sociales. Et donc, nous aurons là un regard sur le temps plus récent, puisque c'est les événements guerriers qui se sont situés en Syrie qui retiendra son attention. Et puis, à l'extrême de cette table ronde, qui n'est pas ronde d'ailleurs, Julien Blanc, qui est Prague à l'École des hautes études en sciences sociales, et membre du CRH maintenant. Je m'avance peut-être trop, pas encore. Si, donc qui est membre du Centre de recherche historique de l'École des hautes études en sciences sociales. Voilà, vous avez donc les protagonistes de cet échange. C'est une table ronde un peu particulière parce que, et que nous souhaitons évidemment la plus animée possible, parce qu'elle est au fond un peu expérimentale dans la mesure où nous allons mettre à l'épreuve en quelque sorte un texte dont on parle dans les milieux savants, en tout cas de façon maintenant fréquente, qui est un texte du grand historien Marc Bloch, qui vient d'ailleurs, ce texte, d'être réédité. Je fais un tout petit peu de publicité pour le préfacier, Stéphane Audouin-Rousseau, qui est un de nos collègues de l'École des hautes études en sciences sociales aussi, et qui a donc préfacé la réédition de ce texte de Marc Bloch intitulé « Réflexion d'un historien sur les fausses nouvelles de la guerre », dont je vais vous dire un mot. Et nous nous sommes emparés de ce texte avec mes collègues. Ils se sont emparés de ce texte pour, en quelque sorte, voir quelle est l'actualité scientifique, la pertinence tout simplement de ce texte aujourd'hui en fonction des terrains de recherche qui sont les leurs. Alors, vous comprendrez peut-être que nous
procédons aussi avec un petit pas de côté, dans la mesure où nous n'allons pas aborder, dans le sillage de Marc Bloch, tel était son projet, des questions qui relèvent de la propagande ou de la désinformation, par exemple de la censure ou du refus de diffuser un certain nombre de choses qui viendraient de l'État, du haut en bas en quelque sorte. Mais ce qui nous intéresse, c'est comment, au fond, se fabrique de l'information horizontalement, à partir d'un ensemble d'éléments vrais ou faux. Et c'est ça qui intéressait Marc Bloch. Alors, rapidement, parce que, évidemment, c'est un texte qui mériterait de très longues discussions et présentations, mais vous rappelez, pour brosser le décor de cette table ronde, que Marc Bloch, qui est lui-même un ancien soldat de la guerre de 14, même un officier, puisqu'il sort de la guerre de 14 comme capitaine, qui a été à la fois un soldat tout à fait remarquable, mais aussi qui n'a pas oublié de rester un historien, et un historien, on ne le disait pas à l'époque, mais du temps présent, observateur de son temps. Et il a été, en particulier, parmi toutes les choses qui ont happé son attention, celle précisément de la fabrication de la rumeur, de ce que, pendant la guerre de 14, vous en avez peut-être entendu le mot, on appelait des bobards, hein, qui se fabriquaient dans le monde des tranchées. Et c'est cela qu'il a retenu dans ce grand texte qu'il rédige à la fin de l'année 1921, et qui sera publié dans une revue qui s'appelait la Revue de synthèse historique, lointaine, je dirais, dont la revue de synthèse actuelle est la descendante. Et dans ce texte, qui est d'ailleurs, à vrai dire, une note de lecture sur des travaux, notamment les travaux d'un sociologue belge publié en 1916, qui s'appelait Fernand van Langenhove, et qui s'intéressait à ces phénomènes de rumeurs en sociologue dès 1916. Je pense que Anne Rasmussen en dira un mot là-dessus. Donc, il publie cet article, dire comment se fabrique la rumeur, il y analyse, il propose des pistes sur lesquelles on aura peut-être l'occasion de s'étendre. Et puis, à vrai dire, ce programme, comme il le disait, ce programme sérieux, hein, de prendre au sérieux, comme on dit aujourd'hui, ces phénomènes, est un peu tombé. Il est un peu tombé dans l'oubli. Les historiens, les sociologues l'ont abandonné, peut-être avec une nuance que je vous signale. Le prolongement peut-être de ce programme de recherche se retrouve dans le grand livre que Marc Bloch publie peu de temps après, en 1924, dans un autre domaine de la connaissance, puisque c'est d'histoire médiévale, c'est son grand livre intitulé « Les rois thaumaturges », et qui analyse le pouvoir thaumaturgique des rois. Et Bloch lui-même a dit qu'au fond, cette thaumaturgie des rois n'était qu'une fausse nouvelle, d'une certaine façon, qui avait circulé dans le monde médiéval, et il en avait puisé l'inspiration, selon lui, dans ce qu'il avait relevé dans le terrain de la guerre de 14. Et puis aussi, un autre livre que connaissent bien les historiens et les historiennes, publié en 1932 d'un grand historien de la Révolution française, Georges Lefebvre, dans son étude sur ce qu'on a appelé la Grande Peur, qui lui aussi s'inscrit un peu dans cet héritage. Mais après, les historiens de la Grande Guerre ne se sont pas du tout, en revanche, intéressés à ce sujet, et il faudra attendre la dernière génération des historiens et des historiennes de la Grande Guerre, et notamment le grand livre que font deux historiens irlandais, John Horne et Alan Kramer, qui portent sur les atrocités, ce qu'on a appelé les atrocités, Anne Rasmussen en dira un mot, les atrocités allemandes pendant la Première Guerre mondiale, pour remettre sur l'établi cette réflexion à la fois historique et anthropologique autour de la fabrication de la rumeur. Voilà, je n'en dis pas plus, parce que c'est vous,
chers amis, qui allait illustrer mieux que je ne saurais le faire l'intérêt de ce grand article de Marc Bloch, de cette belle réflexion où naissent les rumeurs, comment elles circulent, comment elles s'enrichissent, comment elles disparaissent aussi, toutes sortes de choses, toutes sortes de questions majeures posées par Marc Bloch qui peuvent peut-être, ou pas, on va le voir, s'appliquer à d'autres terrains. Voilà, alors, on va commencer dans l'ordre chronologique. Hein, c'était un peu bêta, mais au fond, c'est pas si bêta que ça. Donc, je cède la parole à Anne Rasmussen. Merci et bonjour à toutes et tous. Donc la première question finalement qui nous est soumise, c'est comment ce programme, cette proposition historienne de Marc Bloch a été saisie pour donner de l'intelligibilité au conflit suivant. Et donc je commence par la Grande Guerre, peut-être avec un mot d'explication de pourquoi la Grande Guerre. Alors bien sûr parce que Marc Bloch est un témoin, un acteur engagé, puis un historien du temps présent, comme l'a dit Christophe, donc de la Grande Guerre. Mais il faudrait quand même dire, d'abord peut-être en préalable, qu'en effet la Grande Guerre a été considérée comme un moment clé dans une sorte de reconfiguration historique que les sociétés européennes ont entretenu à la notion de vérité et à la notion de confiance. Comme vous le savez, dans le système interprétatif qui, pour tous les belligérants, de quelque côté que l'on soit des frontières, qui faisait du conflit donc une guerre du droit. On combat dans la Première Guerre mondiale au nom du droit. Donc il y a la légitimité de la cause à défendre et puis de cet engagement totalisant des sociétés en guerre, qui est fondamentalement arrimé donc à la question de la vérité. Alors il faut souligner aussi dans la Grande Guerre que le conflit se déclenche, c'est quelque chose de nouveau, dans des sociétés largement alphabétisées, en tout cas en Europe, qui sont scolarisées, où la culture écrite s'est massivement développée, notamment par la voie de l'imprimé, de presse, où il y a un espace public qui est acculturé à l'imprimé et qui va se décupler pendant la guerre. Hindenburg avait utilisé la formule en allemand du feu roulant de papier qui se déroule pendant la guerre, c'est-à-dire des livres, des journaux, des tracts, des affiches, des cartes postales, des images de toute nature, des tracts qui constituent un flot textuel et un flot visuel d'informations qui aussi s'est augmenté des correspondances massives entre les soldats, donc pour informer un public. Mais donc cette croissance de l'information est en même temps soumise à une défiance généralisée face à des instruments de contrainte de cette circulation. La censure, vous le savez, le contrôle postal parmi d'autres. Donc l'information est contrôlée par des autorités militaires et politiques. Si bien que, comme l'explique Marc Bloch dans cet article, il y a un renouveau de l'oralité dans un espace qui n'est pas vide d'informations, mais qui est plutôt saturé d'informations, donc avec des informations et des rumeurs, des fausses nouvelles, des contre-informations. Alors, Christophe l'a déjà dit, donc ça m'évite de le répéter. Finalement, il a fallu attendre plutôt ce qu'on appelle l'histoire culturelle de la Grande Guerre, donc le moment où on va utiliser, on va s'intéresser aux cultures de guerre et dont la question des atrocités a été vraiment un thème absolument fondamental, une pierre d'angle de cette notion de culture de guerre qui était en cristallisation dans les sociétés en guerre. Ces atrocités, c'est le thème donc d'atrocités commises pendant les premiers mois de la guerre, c'est-à-dire pendant l'invasion allemande. Donc Christophe l'a dit, il y a les travaux donc, de John Horn et Alan Kramer qui en ont fait un thème d'un livre absolument fondamental. Et là, c'est vraiment l'aboutissement de la proposition de Marc Bloch, c'est-à-dire que eux, ces historiens, se livrent à une enquête extrêmement sérieuse qui essaye d'établir les faits, qu'est-ce qui s'est passé,
quelles sont les atrocités qui ont été effectivement commises. Donc il se livre à une enquête tout à fait minutieuse, mais quelle est également leur construction sociale, leur représentation et peut-être surtout la capacité d'agir de ces représentations qui produisent un effet, c'est-à-dire leur impact. Encore une minute ? Oui, une minute, mais pas plus. Hein. Donc, juste encore un mot alors, sur ces atrocités. Donc, ce sont des faits, hein, et notamment ce sont des exécutions massives, enfin des exécutions de civils perpétrées par les troupes allemandes d'invasion, notamment en Belgique et dans le nord de la France, hein, donc durant l'été 14. Mais c'est aussi, et là les auteurs emploient des guillemets, des atrocités entre guillemets, qu'ils appellent un complexe mythique. Hein. Un complexe mythique, c'est-à-dire un agrégat de rumeurs, de fausses nouvelles, qui relève, disent-ils, d'une subjectivité populaire, alimentée par des mythes et par la peur engendrée par l'invasion. Et ces complexes mythiques, en fait, ils sont doubles, c'est-à-dire qu'il y a le mythe des atrocités allemandes, qui sont à la fois des faits réels et en même temps aussi des faits qui sont distordus ou inventés par des imaginaires, mais aussi un autre complexe mythique, celui des troupes allemandes qui pensent être en but à une guerre des francs-tireurs. Ils ont la hantise lors de l'invasion d'être visés par des tireurs embusqués qui sont d'autant plus réels pour eux qu'ils sont en fait invisibles et donc qui déclenchent en fait leur réaction. Donc là, on voit bien comment un ensemble de mythes et de rumeurs, puisque l'enquête établit que cette guerre de partisans, elle, est largement une illusion, qu'elle n'a pas eu lieu pendant la Grande Guerre, mais qu'elle suscite en effet des réactions et qu'elle suscite la perception de ce mythe, effectivement, crée des atrocités en retour. Oui, c'est une des choses tout à fait intéressantes de ce phénomène des atrocités, c'est-à-dire qu'il y a un mélange de vrai et de faux, hein, et notamment parmi les légendes, la fameuse légende des enfants aux mains coupées, qui ont beaucoup circulé, alors qu'il a été établi qu'ils ne se sont pas produits, ou encore la légende de ce soldat crucifié aussi, qui a beaucoup circulé. Mais il faut insister, et je cède la parole dans un instant, tout de suite même, à Julien, sur ce renouveau de la tradition orale sur lequel il insiste beaucoup, et sur le rôle des cuisines roulantes qui allaient de tranchée en tranchée et qui étaient un vecteur évidemment de circulation, d'activation, plus exactement de la lumière, de la rumeur, pardon, pas de la lumière justement. Et d'ailleurs, Ernst Junger dans Orage d'acier dit, et ça me permet de faire la transition, lui aussi, ancien combattant de la guerre de 14, dit aussi que les feuillets sont un endroit où la rumeur se fabrique. Parce que, évidemment, les gens se rencontrent et même au feuillet, on parle. Alors, Marc Bloch, soldat de la Première Guerre mondiale, mais aussi soldat de la Seconde Guerre mondiale. Alors, je me tourne vers Julien pour nous éclairer sur la validité ou pas de l'analyse de Marc Bloch sur son terrain. Merci Christophe. Bonjour à toutes et à tous. Donc même question donc que celle qu'Anne a commencé à traiter. En quoi cet article de 1922 et en quoi ce programme de recherche qui est esquissé résonne-t-il sur mon terrain donc de travail, à savoir l'occupation et la Deuxième Guerre et la résistance. Alors, incontestablement, cet article de 1922, il offre des outils très précieux pour décrypter cette période, à commencer par un des points centraux de l'analyse de Marc Bloch, comment une situation de guerre brouille, au fond, l'information, crée de l'opacité et fabrique, ou en tout cas permet la fabrication de fausses nouvelles. Pour le mesurer, je voudrais juste rappeler très, très rapidement combien, dans la France des lendemains de l'armistice, les médias sont étroitement contrôlés par deux régimes très stricts de censure, les Allemands en zone occupée et l'État français de Vichy en zone sud.
Les journaux, en fait, comme les radios, et les radios, je pense à Radio Paris, qui dépend des services de Goebbels, donc des services allemands et de l'occupant allemand, et Radio Vichy, les journaux comme les radios sont devenus en fait des instruments de propagande au service de la Révolution nationale et au service de la collaboration. Par ailleurs, et c'est un point aussi très important, les difficultés de déplacement entre les différentes zones en France et le contrôle postal limite aussi la circulation des nouvelles et accentue encore ce sentiment très fort d'isolement que les Français ressentent. Face à cette situation singulière, la résistance va chercher, dès sa naissance en fait, à déchirer cette censure et à contrer les médias officiels. Autrement dit, la bataille de l'information constitue d'emblée pour la résistance à la fois une tâche prioritaire et une part essentielle de ses activités, à travers toute une série de pratiques, les inscriptions sur les murs, des papillons placardés un peu partout, plus tard des tracts, et enfin des périodiques clandestins, donc des journaux clandestins qui commencent à être publiés à partir de l'hiver 1940. Et d'ailleurs, signe de l'importance de ces journaux, la plupart des organisations de résistance vont prendre le nom, en fait, de leurs organes de presse. Combat, Libération, Défense de la France. En fait, ce sont des journaux, au départ, avant d'être des noms d'organisations. Alors, il en va de même dans le domaine radiophonique, avec une véritable bataille, guerre des ondes, on a appelé ça une guerre des ondes. Face aux mensonges de Radio Paris, face aux mensonges de Radio Vichy, la BBC, elle, met un point d'honneur à toujours délivrer les vraies nouvelles de la guerre, y compris quand ces nouvelles sont mauvaises. Ces émissions françaises, vous le savez, alors il y en a deux principalement, Honneur et Patrie et Les Français parlent au français, sont très massivement écoutées en France. Et vous connaissez certainement, vous l'avez déjà entendu, le fameux indicatif Radio Paris-Mans, Radio Paris-Mans, Radio Paris est allemand, fredonné par Pierre Dac sur l'ère de la cucaracha en 1943. Cette guerre de l'information donne lieu à des faits d'armes, comme par exemple, c'est un exemple parmi d'autres, cette spectaculaire opération montée le 31 décembre 1943 par les mouvements unis de la résistance, les Murs à Lyon. Ce jour-là, plusieurs équipes réussissent à subtiliser, enfin à échanger plus exactement, l'édition habituelle du Nouvelliste. Le Nouvelliste, c'est un journal vichiste, violemment hostile à la résistance, favorable à la collaboration. Cette édition originale est remplacée dans les kiosques par une fausse édition, entièrement réalisée par la résistance. Et les articles du jour que donc un certain nombre de gens qui vont acheter ce journal peuvent lire, les articles du jour célèbrent les maquisards de l'Ain, qui ont défilé dans les rues d'Oyonnax le 11 novembre 1943, célèbre les raids aériens de l'aviation alliée sur l'Allemagne et fustige la milice. Et on apprend même dans ce numéro que le maréchal Pétain vient de rétablir la République. C'est donc en somme un vrai faux journal où de vraies informations côtoient de fausses nouvelles. Évidemment, le maréchal Pétain n'a jamais rétabli la République. Vous voyez que les frontières ici, à travers cet exemple du vrai et du faux, ces frontières se trouvent brouillées, mais le point essentiel, c'est que le retentissement de cette opération est évidemment très important, très grand. Alors, l'article de Marc Bloch résonne sur un autre point, et je termine là-dessus. En fait, on peut affirmer que la résistance et les fausses nouvelles que résistance et fausses nouvelles sont intimement liées, sont même en quelque sorte consubstantielles l'une de l'autre. Dans la mesure où la lutte clandestine repose très largement sur le bluff, sur la désinformation et sur l'exagération. Il s'agit en fait de faire croire à ses adversaires, donc les Allemands et Vichy, qu'on est beaucoup plus puissant qu'on ne l'est en réalité. C'est là-dessus que repose la lutte clandestine. Et de fait, les services répressifs allemands ou français vont constamment surestimer les forces des organisations clandestines. J'ajoute que le bluff est également une arme qui est utilisée par les organisations de résistance elles-mêmes, entre elles, dans une logique de compétition interne, et en particulier lorsqu'elles s'adressent à Londres, c'est-à-dire à la France libre à Londres. Ainsi, vous voyez que dans cette France des années noires,
les fausses nouvelles, les rumeurs circulent de toutes parts et saturent l'espace, surtout à l'oral, effectivement, avec la circulation de ces on-dit, qui sont très, très fréquents et très nombreux. Oui, tout à fait. Et sur ce dernier point, c'est une chose qui se dégage d'ailleurs de ce texte de Marc Bloch. C'est-à-dire qu'au fond, la rumeur, c'est de l'amplification du vrai qui en devient faux à force d'être amplifié. Mais ce qui est très important dans le propos de Bloch, c'est qu'il y a un terrain. Ça ne tombe pas des nues, d'une certaine façon. Il y a quelque chose de vrai qui nourrit le faux. Le faux n'est pas de la pure imagination, résulte pas de la pure imagination et résulte de cette amplification. Alors, je me tourne vers Cécile Boex, qui n'est pas historienne, donc qui va nous éclairer sur le présent et à laquelle on a obligé à une lecture. Je ne sais pas si tu l'avais faite déjà avant, si c'était un texte que tu avais déjà croisé, donc qui n'intéresse pas seulement les historiens. Oui, tout à fait. Merci pour votre invitation et bonjour à toutes et à tous. Donc là, on va s'éloigner un peu plus, on va se rapprocher du temps présent et on va s'éloigner aussi géographiquement. Donc, toujours sur cette question de quelle est la pertinence en fait de ce programme de recherche. Évidemment, depuis le temps où il l'a écrit et depuis le temps de moi où je parle, il y a les manières de faire la guerre et de produire de l'information a radicalement évolué. Mais Marc Bloch met le doigt sur des éléments essentiels, déjà sur le fait que non seulement, on l'a dit, la guerre met la vérité à l'épreuve, notamment par la mise en place de ces dispositifs de contrôle et de censure. Mais sa réflexion, elle montre aussi que la guerre se fait également par la désinformation et par la rumeur. Et là, il va identifier le rôle central des émotions, et notamment de la peur dans la fabrique de la rumeur. Alors à l'époque où Marc Bloch écrit, on est dans un régime de relative rareté de la production d'informations sur la guerre, ou en tout cas, même si tu as parlé justement du flot en fait, mais en tout cas il y a une censure, il y a un contrôle qui est centralisé. Ce sont les États, les pouvoirs en place qui vont contrôler en fait l'essentiel de l'information. Et aujourd'hui, on est dans un système radicalement différent, qui est un système disséminé et de massification des récits sur les événements via des moyens de captation numérique de l'image et aussi via les réseaux sociaux. Donc il y a une démultiplication aujourd'hui des points de vue et des récits de la guerre en temps réel, récits en temps réel, ça c'est très important, par tous les acteurs qui sont impliqués dans la guerre. Et c'est en ça que la question aujourd'hui de l'information, de la documentation, des récits et des contre-récits est devenue aussi encore plus que jamais un champ de bataille. Donc cette massification de l'information, cette masse, elle produit de l'opacité. Opacité, comme l'a aussi souligné Marc Bloch, qu'il est au cœur de la production de la rumeur, mais aussi de la peur. Et si j'en viens à mon terrain, qui est celui donc, du conflit en Syrie, sur lequel je travaille, je précise à partir des images, des vidéos qui sont faites par des activistes, par des groupes combattants, des vidéos qui sont mises en ligne sur YouTube. Donc ce conflit, il a montré de manière très saisissante et dramatique que la désinformation, le déni, la distorsion des faits se nourrissent aussi de cette prolifération et de cet excès d'images. Et donc, de ce point de vue-là, avec l'ère numérique, on assiste vraiment à un changement de paradigme entre la relation image-preuve, parce que traditionnellement, le négationnisme, les fausses nouvelles étaient nourries par l'absence ou la rareté des images, et aujourd'hui, elles vont proliférer en fait sur le trop-plein des images pour produire des nouvelles formes de dissimulation, de distorsion. Et c'est d'autant plus le cas lorsqu'il s'agit d'images amateurs. Alors, évidemment, les régimes criminels ont dû faire avec en fait, ces nouvelles possibilités de documenter les exactions qu'ils étaient en train de commettre. Et finalement, ils se sont accommodés de ces images et ils les ont même utilisées à leur profit. Pendant les 14 années de conflit en Syrie, le régime de Bachar el-Assad est parvenu à intégrer en fait, les images de ces exactions à son récit. D'abord, ça lui a permis, dans une certaine mesure, de tester des seuils d'impunité et du consentement au massacre de la communauté internationale. Et puis aussi, sur les zones de conflit, des civils, des activistes, qui sont aussi des cibles, vont filmer ce qu'ils subissent au quotidien.
Et donc, beaucoup ne sont pas des journalistes professionnels. Et il est très facile, en fait, de remettre en cause la légitimité, en fait, de ces témoignages et de faire, en fait, comme s'ils n'existaient pas, parce que aussi, ils vont toucher une audience restreinte. Mais il arrive parfois que l'une de ces images, l'une de ces vidéos devienne virale. Et là, le déni, on va dire, le fait de dire bon, on la voit pas, elle n'existe pas, devient beaucoup plus difficile. Et ce genre de viralité va créer en fait des récits alternatifs. Donc on est encore dans quand je disais qu'il y a une complexification de la rumeur, de la fausse information, il y a des récits alternatifs qui vont se créer à partir d'une image finalement qui va être difficilement être disqualifiable comme fausse. Et peut-être je vous donne un exemple, et je vais terminer là-dessus. En Syrie, en 2016, à Alep, il y a la photo d'un enfant de 3 ans à l'arrière d'une ambulance qui est couvert de poussière et de sang. Il y a eu un bombardement. À l'époque, ce sont le régime de Bachar el-Assad et les Russes qui bombardent Alep. Et donc cette photo qui est tirée d'une capture de vidéo devient absolument virale. Elle est faite par la défense civile. Et la réponse immédiate du régime est de dire que c'est un fake. En fait, il est très difficile de dire que c'est un fake. Le ministère de la Défense russe publie un communiqué en disant que leurs avions ne procèdent pas à des frappes sur des zones habitées, ce qui est faux, et que les destructions proviennent en fait de l'explosion d'une bombe artisanale de gaz qui est utilisée par des terroristes. Et donc on a un récit alternatif qui se met en place, qui est repris par les chaînes pro-régime, donc les chaînes russes, les chaînes du Hezbollah libanais et les chaînes syriennes. Et même le père de l'enfant va être enrôlé dans ce discours. On va lui faire dire qu'il condamne l'usage de l'image de son enfant par des forces rebelles. Donc on a une inversion des responsabilités qui se produit en fait par ce récit alternatif qui va semer le doute. Et dans le doute, c'est une temporalité, la temporalité du doute, et donc qui va permettre de brouiller en fait les perceptions sur les événements. Donc on voit bien qu'il y a une démultiplication des formes du faux en temps de guerre, propagande, désinformation, déni, réinformation, récit alternatif. Et c'est en cela que la question de la mise en récit des faits est vraiment un front guerrier qui s'est considérablement étendu avec les nouveaux moyens technologiques. Oui, merci beaucoup Cécile. Oui, nous avons tenu un peu à l'écart jusqu'à présent la question de l'image, du rôle de l'image dans la circulation, dans la fabrication de la rumeur et de la fausse nouvelle. Bon, il est vrai que pendant la guerre de 14, même pendant la Deuxième Guerre mondiale, alors que les soldats, il faut le rappeler, faisaient des images aussi avec leur petit Kodak dès 14. Il y a un des témoignages qui me vient à l'esprit, qui est celui d'un ancien combattant qui raconte comment ils avaient procédé à un montage littéralement d'une explosion et de blessés engendrés par cette explosion pour un photographe, pour envoyer un témoignage visuel. Donc on n'avait pas besoin de l'intelligence artificielle encore et de la numérisation du monde pour douter de l'authenticité de ces images. On pourrait dire d'ailleurs des fameux films qui sont souvent des mises en scène de la Première Guerre mondiale, pour la bonne raison qu'on ne pouvait pas, il n'y avait pas de caméra qui permettait de suivre, comme on croit les suivre, les soldats, qui sont aussi des mises en scène. Bon, alors, on a donc un peu testé, si vous l'avez vu, la pertinence de cet article de blog, de voir quelle était sa pertinence au regard de terrains différents. On s'est dit qu'il y a un deuxième sujet qui nous paraît très important, qu'on va peut-être aborder maintenant, je dis peut-être non, certainement, qui est, et on l'a déjà effleuré au travers notamment de l'intervention de Cécile Boeck, c'est la question du témoignage. Au fond, comment témoigner de la guerre, comment témoigner d'une expérience sociale tout à fait inédite dans la vie des hommes. Je dis des hommes parce que la plupart du temps, en tout cas pour les guerres les plus anciennes, ce sont eux qui la font, ce qui est peut-être différent dans le cas de la Syrie. Et comment peut-on créditer le témoignage et le témoin du label de la vérité? Alors ça, c'est un débat
au fond, qui a alimenté, je crois, les trois conflits, qui est au cœur d'ailleurs aujourd'hui de conflits beaucoup plus contemporains, que ce soit le conflit à Gaza aujourd'hui, que ce soit le conflit qui oppose les Ukrainiens après l'invasion russe, etc. Enfin, la question de ce retour d'expérience, comment est-il possible? Et dès la guerre de 14, Anne, la question du témoignage s'est posée ô combien? Oui, en effet. Et d'ailleurs, des historiens et sociologues du témoignage font de la Grande Guerre un moment fondateur de cette notion de témoin historique. Alors, il ne s'agit pas de dire que tout procède de la Grande Guerre, mais quand même, il y a souvent un certain nombre de phénomènes. Alors, en lien avec le témoignage, là, je pense en particulier à l'important ouvrage du sociologue Renaud Dulon, qui s'appelle « Le témoin oculaire », et justement où il est montré que, alors, dans la Première Guerre mondiale, il y a cette émergence de la figure du témoin combattant ou plus tard ancien combattant, qui donc font de la multiplication des témoignages des poilus, qui sont souvent un peu une révolte contre les mensonges de la presse, donc ils veulent dire leur vérité de la guerre. Il y a un public réceptif qui veut aussi avoir une compréhension de cette inouïe de la guerre qu'ils ne vivent pas. Et puis, il faut dire aussi, il y a toujours la mécanique derrière, c'est-à-dire qu'il y a des dispositifs éditoriaux qui rendent possible aussi la diffusion, la publication de ces témoignages. Donc, en somme, il y a une nouvelle source d'information qui émane du front et qui entend séparer le vrai du faux et d'essayer de dire ce qu'il y a de totalement hors norme dans cette guerre. Et en fait, ils se conçoivent un peu comme des témoins qui déposent, un peu à la manière des témoins judiciaires, avec une déposition de témoins directs de la guerre, dont l'enjeu est la vérité. Et c'est leur qualité de combattant qui confère à l'auteur du témoignage cette autorité du témoin oculaire. Ce qui ne veut pas dire forcément que cela garantit une relation totalement exacte de l'expérience vraie des combats. Donc ça, c'est la notion de témoin historique et qui, à la différence du témoin judiciaire, lui, peut réagir. Il peut restituer ses réactions face à l'événement, il peut exprimer un jugement et on peut considérer que la masse des témoignages historiques prend aussi un peu l'allure d'un procès de la guerre par ses combattants. Alors, l'enjeu central, je le disais, c'est cette capacité ou non des récits à dire le vrai. Et je voudrais, pour finir, parler d'une entreprise tout à fait originale qui a donné lieu à controverse au moment où elle a existé, à la fin des années 20, puis ensuite ça a été aussi une controverse historiographique, donc vous en avez peut-être entendu parler, c'est l'œuvre de Jean Norton Crue, en particulier la publication de son livre qui s'appelle « Témoins » au pluriel, en 1929, un gros ouvrage de plus de 700 pages, où il a collecté plus de 300 récits de guerre qui ont été édités à Paris entre 1915, donc pendant le conflit, jusqu'en 1928. C'est vraiment une somme critique qui va mettre en jugement les témoignages. Alors Jean Norton Crue, c'est un professeur américain, mais qui est lui-même ancien combattant. Ça, c'est important de le noter, parce que c'est à l'aune de sa propre expérience qu'il va séparer le bon grain de l'ivraie en disant il y a le bon témoin qui livre le bon témoignage, et il livre une grille, il y a une partie annexe où il y a 6 catégories où les témoignages sont classés de nul à excellent. Alors nul, c'est les pires, c'est pour lui, c'est Barbus, c'est Dorgelès, et excellent, c'est Genevoix ou Paul Lintier, qui a publié sur ma pièce d'artillerie. Et donc, en fait, son objectif, c'est de mettre au jour justement les légendes, les rumeurs, de pourchasser l'emphase dont on parlait tout à l'heure, les exagérations, et tout ce qui discrédite en fait la réalité de l'expérience. Par exemple, il se livre à une diatribe contre les monceaux, la formule « les monceaux de mort ».
et il fait une analyse arithmétique en disant en fait c'est pas possible parce que quand on dit Monceau ça voudrait dire voilà. Donc il effectue une enquête très précise biographique sur chaque écrivain pour savoir s'il a vraiment été là où il disait qu'il a été en guerre sur le terrain. Il regarde les cartes d'état-major, etc., etc. Donc tout ça c'est une opération et qui a été très importante hein, parce que c'était aussi un matériau qu'il voulait livrer aux historiens, où il a cherché une vérité finalement universelle sur la guerre à partir des témoignages. Et pour finir, peut-être dire qu'en somme, c'est un peu un anti-Marc Bloch, en tout cas dans cet article, parce que précisément pour Marc Bloch, il n'y a pas de bon témoin. Hein. Il y a le témoin sincère, dit Marc Bloch, mais les témoignages faux sont peut-être aussi importants que les témoignages qui vont dans l'exactitude de la restitution des faits. Oui, merci Anne d'avoir évoqué Jean Norton-Crue, qui est un obsédé du petit fait faux. C'est un anti-Stendhal de ce point de vue-là, et le petit fait faux qui invalide en fait l'ensemble du témoignage. Alors c'est très intéressant parce que, et ce que tu disais sur sa chasse à l'exagération, à l'amplification, à l'emphase, en fait a attiré l'attention de toute... comment la qualifier, enfin, de tout le discours négationniste qui s'est mis en place, notamment Paul Racinier, qui a été un des fondateurs de ce courant toxique, et qui a trouvé dans Jean Norton-Crue, à mauvais escient d'ailleurs, il ne s'agit pas du tout de dire que Norton-Crue est le père du négationnisme, mais a trouvé dans le négationnisme une démarche intellectuelle qu'ils ont pu importer pour la mise en cause de l'existence des camps nazis. C'était tellement exagéré, les camps nazis, bien sûr, que ça ne pouvait pas être vrai, ou en tout cas que c'était douteux. Alors, Julien, sur le témoignage, parce que c'est une question majeure, parce qu'il faut quand même rappeler que Marc Bloch a été aussi un grand témoin de la drôle de guerre, dans ce magnifique témoignage, évidemment, que presque tout le monde connaît, qui s'appelle L'étrange défaite. Oui, alors cette question du témoin, du témoignage, c'est le second aspect vraiment marquant de cet article, de ce texte, même si Marc Bloch entend le terme de témoignage dans un sens qui est un sens très large. Et il faut peut-être le rappeler, c'est-à-dire que pour lui, témoignage, c'est tout document, en fait, hein, tout document. Mais néanmoins, il discute de la question de la validité, des limites de la parole des témoins. Alors, il faut peut-être dire ou rappeler que dans les travaux de Marc Bloch, la question du témoin est une question centrale. C'est-à-dire qu'il y revient à plusieurs reprises, tu le disais, et notamment, puisque tu évoquais ce texte, L'étrange défaite. Donc L'étrange défaite, qui est un texte qu'il rédige à l'été 1940, dont le sous-titre est « Témoignage écrit en 1940 », dont le premier chapitre s'intitule « Présentation du témoin » et dont le deuxième chapitre s'intitule « La déposition d'un vaincu ». Et tu parlais, Anne, de cette démarche de déposer, hein, qui est une démarche, c'est le témoin qui dépose dans une instance, devant une instance judiciaire. Et puis, on peut peut-être ajouter quand même, mais tu l'as aussi évoqué, que dans son dernier texte, donc Apologie pour l'histoire ou métier d'historien, qui date, lui, de 1942, et que Marc Bloch écrit quand même dans des conditions qui sont des conditions extrêmement particulières et difficiles, puisqu'en 1942, Marc Bloch écrit ce texte, qui est un texte très important, sans accès à la moindre bibliothèque, alors même qu'en tant que juif, il est persécuté, lui et sa famille, par les persécutions raciales de Vichy, et par ailleurs par le fait qu'il est de plus en plus engagé dans des activités de résistance, hein, et à un haut niveau de responsabilité. Mais dans ce dernier texte, en 1942, il revient longuement sur ce sujet, et je pense que le témoignage et le témoin sont d'autant plus importants pour lui que Marc Bloch a toujours le souci d'éviter une histoire qui est une histoire désincarnée.
il traque ce qu'il appelle la chair humaine, la chair humaine, dans Apologie pour l'histoire au métier d'historien. Et le témoignage, de ce point de vue-là, lui est précieux, évidemment. Alors, Bloch soulève ici une problématique qui est une problématique très, très moderne, même si elle n'est pas nouvelle. Après tout, Thucydide, dans la guerre du Péloponnèse, s'appuyait très largement sur les témoignages oraux des acteurs. Mais à mon avis, quand même, Bloch, là, fait en quelque sorte figure de précurseur, ou en tout cas, il pose un certain nombre de questions qui continuent à nous interroger. Pourquoi ? Parce que l'histoire orale, ce qu'on appelle l'histoire orale, va se développer à partir des années 60-70, d'abord dans les pays anglo-saxons, avec comme objectif de faire entendre la voix de celles et de ceux que d'ordinaire on n'entend pas, que d'ordinaire on n'écoute pas. Les femmes, les minorités, les classes populaires. C'est une histoire donc qui est militante, et qui a dû lutter pour être reconnue. Lutter contre quoi et contre qui ? Lutter face aux tenants d'une histoire classique, pour qui seules les sources écrites sont fiables. Et les arguments qui ont été utilisés pour discréditer l'histoire orale sont très nombreux, on les connaît. On nous dit que les témoins se trompent ou que les témoins mentent. On nous dit qu'ils reconstruisent le passé à travers leurs récits, que leurs souvenirs sont pollués par des enjeux du présent ou des enjeux de mémoire. Marc Bloch n'ignore pas ces risques-là. Mais pour lui, ces écueils n'invalident pas a priori cette trace du passé, il utilise cette expression trace du passé, qui est le témoignage. Au fond, il regarde les témoignages et il nous appelle à les regarder comme n'importe quel document, donc n'importe quel document historique qu'il convient de soumettre à une critique méthodique. Or, tous ces types de questionnements autour du témoin, de l'histoire orale, du témoignage, se sont révélés particulièrement vifs dans le domaine des études sur l'occupation et sur la résistance, au point de susciter des controverses assez vives et même des fractures entre les spécialistes de ce champ. Et c'est en cela, je crois, que l'analyse de Bloch, elle est tout à fait actuelle. Alors, en fait, ces débats autour du témoignage s'expliquent en partie parce que quand on travaille sur la résistance, on est très rapidement confronté à une pénurie de sources écrites, j'entends, des sources donc produites par les organisations. Et donc, évidemment, les historiens ont eu tendance à d'abord réfléchir et travailler à partir de témoignages oraux. Et il est évident que la clandestinité de la résistance n'incitait pas tellement à produire, à laisser des traces écrites. Et donc l'histoire de la résistance, elle s'est pour l'essentiel élaborée à partir de la parole des témoins, et notamment à travers des grandes enquêtes orales qui ont été lancées dès 1944 pour créer en quelque sorte de toutes pièces les archives de la résistance. Et cette histoire, elle a même été, cette histoire de la résistance, largement prise en charge par des acteurs, muets en témoins et parfois devenus historiens. Alors cette parole des témoins, elle a longtemps été sacralisée, avant d'être, à partir des années, on voit très bien le tournant, c'est les années 80-90, progressivement remise en cause, progressivement suspectée. Et ironie du sort, celui qui est sans doute allé le plus loin dans cette remise en cause des sources orales sur la résistance, eh bien, c'est un témoin, il est lui-même un témoin, et non des moindres, qui s'est d'ailleurs fait historien, qui est devenu historien, alors qu'il ne l'est pas au départ. Il s'agit de Daniel Cordier, l'ancien secrétaire de Jean Moulin, qui est sans doute le plus sévère sur ces questions. Alors, je me permets de dire ici qu'il me semble très difficile, voire impossible, en fait, de faire l'histoire de la résistance en se passant des témoignages, et singulièrement des témoignages oraux. Sur bien d'autres conflits contemporains, et je pense notamment à la guerre d'Algérie ou au Rwanda, ces débats n'ont pas la même virulence, mais quoi qu'il en soit, ce débat, il est très intéressant parce qu'il débouche sur une autre question qui est épineuse et à laquelle nous sommes confrontés et nous devons nous confronter, qui est la question de la relation que l'on peut entretenir, nous, historiens, avec les témoins. C'est une relation centrale, c'est une relation riche, mais c'est une relation qui n'est pas facile et qui est même parfois difficile. Merci Julien. Alors, il faudrait insister sur une idée au fond assez banale qui consiste à dire qu'il y a
des témoins de nature très différente, en fonction, d'ailleurs, c'est ce que disait Norton Cru, en fonction de l'expérience qu'ils ont. Eux aussi, d'ailleurs, peuvent être victimes de rumeurs, de récits qu'ils reprennent eux-mêmes en charge, qu'ils amendent ou pas. On le voit d'ailleurs dans les témoignages de la Grande Guerre. On voit toujours des mêmes histoires réapparaître ou des schémas narratifs qui apparaissent et se reproduisent les uns dans les autres. Mais ce n'est pas cette différence-là sur laquelle je voudrais insister en me tournant vers Cécile. C'est qu'il y a les témoins qui n'existent plus d'une certaine façon, donc nous n'avons plus que le témoignage, les témoins disparus, les témoins morts, ceux de la guerre de 14, depuis 2008 et la mort de Lazare Ponticelli, il n'y a plus, qu'on sache en tout cas, de témoins de la Grande Guerre. Mais nous travaillons pourtant, comme historienne de la Grande Guerre, sur des témoignages. Julien, c'est limite. Je pense que des témoins, je dirais, pour ta guerre, il n'y en a plus beaucoup, où ils étaient très jeunes. Alors, on a un troisième cas, dans le cas de Cécile, c'est non seulement qu'il y a des témoins encore vivants, mais j'imagine qu'il y a aussi des témoins qui sont encore, j'allais dire, engagés dans la fabrique de leur témoignage, puisque l'événement n'est pas clos. L'événement est continu, alors que, aussi bien pour la guerre de 14 que pour la Deuxième Guerre mondiale, l'événement est fermé, enfin, autant qu'un événement se ferme d'ailleurs. Alors, quelle spécificité sur le témoignage, en tout cas dans ta pratique à toi? Alors, c'est vrai que pour moi, la question du témoignage, elle se pose de manière particulière, parce que déjà, je travaille sur des vidéos brutes, c'est-à-dire que c'est pas moi qui vais recueillir la parole des témoins et qu'on va voir que le témoignage, en fait, il déborde. Et ceux qui témoignent, en fait, sont au cœur de l'événement, dont ils rendent compte par l'image et par la parole. Et donc, avec la possibilité de filmer dans le cœur du conflit en temps réel, avec les moyens de diffuser quasi immédiatement, il y a une nouvelle figure du témoin qui est apparue, puisqu'il est possible de témoigner en direct. Et ces nouvelles formes de témoignage, par l'image, elles vont réduire en fait le laps de temps entre l'événement et son récit. Et parfois, événement et acte de témoigner et récit vont être simultanés. Donc il y a une rétractation du temps du témoignage, si on peut dire, qui fait que l'acte de témoigner, c'est aussi une manière de vivre l'événement et c'est aussi une manière de s'y engager. Et donc, dans ce contexte particulier, il y a vraiment une convergence entre le récit et l'expérience qui est aussi quelque chose dont il faut prendre en compte. Parce que ce sont des témoignages qui sont pris sur le vif ou très peu de temps après les faits, ces vidéos aussi, ces témoignages, ils sont extrêmement lacunaires. D'autant plus que pour des raisons de sécurité, les vidéos sont souvent mises en ligne de manière anonyme et parfois je n'ai pas la possibilité d'identifier très clairement la personne qui témoigne. Donc ça, c'est aussi une des difficultés. Alors, je vais pouvoir savoir c'est un activiste qui travaille dans tel quartier à tel moment, mais voilà, il y a des lacunes en fait avec lesquelles il faut composer. Et ce qui m'intéresse en fait dans ces vidéos, plus que de restituer le déroulement des faits, plus que de traquer la vérité à la manière de Marc Bloch, ce sont les actes de témoignage et les modalités d'énonciation du témoignage. C'est-à-dire comment on témoigne de la violence subie pendant ou juste après les faits et quels sont les procédés utilisés de manière, au moment du témoignage pour attester. Et donc, sur quoi j'aimerais insister, c'est que ce type de vidéos, bien sûr, ce sont des traces des événements qui nous permettent de mieux comprendre ce qui se passe, mais surtout, elles documentent des manières de raconter, de montrer, de vivre l'engagement, la violence extrême et d'y faire face. Et donc, la question de la subjectivité, et donc Marc Bloch parle le caractère incarné du témoignage, la chair, et moi je te dis toujours que les images, ce n'est pas des données, c'est des images de chair et de sang, et ça c'est quelque chose de très important. La question de la subjectivité, elle est extrêmement importante, et elle vient s'articuler de manière paradoxale avec cette volonté de montrer qu'on est en train de dire le vrai. Donc, qui va contre en fait cette subjectivité. Et donc c'est vraiment cette tension qui est au cœur de l'analyse. Et dans les vidéos que j'étudie, le corps est absolument
c'est un dispositif d'attestation. Le corps de ceux qui filment et le corps aussi des victimes. Par exemple, lorsque les preneurs d'images, évidemment, c'est pas n'importe qui, ce sont des activistes qui vont avoir petit à petit une compétence à faire ce qu'ils sont en train de faire. Certains, en 2012-2013, surtout à Homs, qui était un quartier extrêmement ciblé par des bombardements, il y a des activistes qui vont carrément aller sous les bombes pour témoigner. Ils vont être deux, il y en a un qui va être filmé par l'autre. Et donc ils vont commenter la situation, c'est absolument sidérant. Il y a vraiment enfin, ils peuvent mourir d'un instant à l'autre, mais il y a une espèce de sacrifice consenti pour dire la vérité sur le fait que quand on met sa vie en jeu, c'est qu'on prouve. Ils en sont arrivés à ce niveau tellement extrême en fait de dire le vrai. Donc avec le corps comme dispositif probatoire en fait qui devient. Dans d'autres types de vidéos où là, c'est un activiste qui va recueillir le témoignage et le récit de quelqu'un qui a été rescapé, en général rescapé de rafles ou de prison. Là, on va avoir le corps donc de la victime ou du rescapé ou de la personne qui a été tuée, qui va être le dispositif d'attestation avec une insistance sur les marques, sur les traces, les cicatrices en fait de la violence subie. Et ce qui est très important de comprendre aussi, c'est qu'on déborde le pur témoignage parce qu'il est aussi question, dans ces cas-là, de répliquer à la sidération voulue par cette violence-là. C'est-à-dire que rien que le fait de témoigner, à ce moment-là, c'est un acte de défi face à ce régime, face à la répression. Donc c'est aussi un acte politique. Et il y a aussi un acte je dirais pas de réparation, mais d'hommage aussi, aux personnes qui ont été tuées ou qui ont subi cette violence. Donc finalement le témoignage déborde du simple récit. Quand on est dans le moment, dans l'action, il y a toute une dimension politique, une dimension même existentielle du témoignage qui est extrêmement importante. Alors, merci Cécile. Nous n'avons plus beaucoup de temps parce que nous, on voudrait vous donner la parole. Nous espérons avoir excité votre curiosité. Mais il y a un troisième point que je vous demanderai d'aborder peut-être à un rythme un peu plus frénétique, qui est dans le texte de Marc Bloch, qui est très important. On l'a d'ailleurs lui aussi un peu évoqué. C'est la question des émotions et le rôle des émotions dans la fabrique de la rumeur, dans le rôle des imaginaires et de l'information et de la désinformation. Je crois que c'est toi, Cécile, qui parlais de la peur, ou Anne, je ne sais plus, excusez-moi l'une et l'autre, qui est effectivement une émotion souvent mise en avant et d'ailleurs théorisée par les observateurs des conflits. Et il faut y insister, Marc Bloch en appelle à une psychologie collective. Et évidemment, il n'y a pas d'étude de la rumeur sans analyse de ce terrain psychologique, de cette fabrique de psychologie collective. Et on voit se profiler là, derrière, les travaux d'un contemporain un peu plus âgé que lui de l'époque, qui est très important, qui est Maurice Halbwachs. Et on pourrait dire aussi avant-guerre, toutes sortes de personnes qui se sont intéressées à ces questions-là, de Bergson à Marcel Proust, qui ont alimenté ce questionnement dont se sont emparées les sciences sociales. Alors, psychologie collective, comment faire fonctionner ce volet de l'enquête, en 2-3 minutes s'il te plaît, Anne, et pour conclure, sur la guerre de 14. Alors, psychologie collective, il me semble que là, pour la Première Guerre mondiale, une question fondamentale, c'est celle de la croyance. Celle de la croyance et donc de la crédibilité, de la plausibilité. Peu importe, dit Marc Bloch, finalement, que ces nouvelles soient vraies ou fausses, mais c'est la croyance que l'on peut y mettre pour l'adhésion que peuvent y consentir les sociétés en guerre. Et je voudrais juste prendre un exemple, donc bref, mais donc une très fameuse rumeur de la guerre, c'est les usines à cadavres. Les usines à cadavres, c'est l'idée que les corps des soldats allemands étaient envoyés dans des hauts fourneaux pour les brûler,
des soldats morts bien entendu, pour dissimuler les pertes et puis pour évacuer tout simplement ces corps du champ de bataille. Et ça a été considéré comme un fait absolument une atrocité. Alors, et juste pour prendre un peu à rebours de la chronologie, donc année 20, on a par exemple le fameux ouvrage de Arthur Ponsonby qui s'appelle Les mensonges en temps de guerre, 1928, c'est un pacifiste radical, Ponsonby, et qui essaye de rendre compte de l'irrationalité de la guerre. Pourquoi la guerre a-t-elle eu lieu? Pourquoi a-t-elle tenu? À cause de la propagande, dit-il. Et la propagande, c'est la forgerie, c'est la falsification des faits, et donc elle a créé de toutes pièces des histoires totalement fausses pour donc une propagande atroce a créé des atrocités pour donc finalement et cette histoire-là était un sommet de propagande et d'atrocité de la guerre. Donc il dit cette histoire était complètement fausse, elle a été créée de toutes pièces et donc il le démontre en quelque sorte. D'ailleurs le Times de 1925 dit que effectivement on a délibérément changé les légendes de photographie en prenant une photographie d'établissement d'équarrissage pour animaux pour créer et alimenter en fait le foyer de la guerre. Alors Ponsonby il dit oui mais cette légende elle a été créée donc en 1917. Alors si on retourne en 1917, on voit qu'en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça et que dès sa publication en avril 1917 dans la presse, eh bien en fait il y a eu immédiatement des démentis. Parce qu'on pouvait difficilement croire à une telle histoire. Et donc on dit en fait non, il y a eu une erreur de traduction, ce ne sont pas des usines à cadavres, ce sont des établissements précisément pour la crémation d'animaux morts sur le champ de bataille. Donc immédiatement, en réalité, l'information a été déconstruite. Même si elle a été, par ailleurs, c'était des controverses, elle a été poursuivie par d'autres journaux, mais on voit que là, elle est mise en tension. Et puis, si on remonte encore un peu plus loin, on s'aperçoit qu'il n'y a pas eu un point d'origine, un jour en 1917, mais que, finalement, dès le début de la guerre, il y a eu ces rumeurs sur la circulation de trains qui auraient évacué les corps de soldats allemands vers les hauts fourneaux de la Belgique pour les brûler et, pire encore, pour utiliser leurs sous-produits, la graisse des corps, pour faire fonctionner les industries d'armement. Donc, double sacrilège, en quelque sorte, et témoignage de la barbarie allemande. Donc, en fait, on voit bien que, finalement, là, ça faisait partie de l'outillage mental de la guerre et pas d'un point, d'une création de toutes parts. Et enfin, si on remonte encore, on peut aussi dire que la question de la crémation des corps sur le champ de bataille, c'est quelque chose dont en fait on discute largement depuis la deuxième moitié du XIXe siècle dans les traités d'hygiène militaire parce que c'est un vrai problème, l'évacuation des corps, l'assainissement du champ de bataille. Et qu'il y a eu des expérimentations dans la guerre de 1870, dans la guerre russo-japonaise. Pour les troupes japonaises, c'était plutôt la norme quand elles ont été envoyées en Mandchourie. On rapatriait les cendres. Et qu'il y a même eu à la Chambre des députés la discussion en fait d'une loi sur la crémation obligatoire des corps non identifiés pour l'armée française qui finalement a été rejetée par le Sénat. Mais cela pour dire justement, précisément, que malgré leur déconstruction, ces rumeurs des usines à cadavres sont pourtant devenues un emblème des fausses nouvelles et elles ont toujours été utilisées. Et comme le disait tout à l'heure Christophe, eh bien, dans l'entre-deux-guerres, ça a contribué à nourrir l'interprétation du sens que l'on pouvait donner à la guerre. Et aussi, plus tard, les négationnistes l'ont utilisé pour dire on ne refera pas en fait le coup des usines à cadavres à propos des camps d'extermination. Oui, ton exemple illustre fort bien ce que dit Bloch lorsqu'il parle, pour qu'une rumeur fonctionne, il faut qu'il y ait un terrain, c'est-à-dire au fond une histoire. Et sinon, ça ne marche pas. Julien, je te cède la parole. Je vais te demander d'aller aussi assez vite pour qu'on puisse avoir un petit échange, s'il te plaît. Merci.
Alors, oui, je vais essayer d'aller vite. Marc Bloch utilise effectivement cette expression de système de représentation, et il utilise toute une série d'expressions qui renvoient au fond à la même veine: psychologie collective, imagination collective, état d'âme collectif, disposition émotive et même psychose collective. Bloch, on le voit ici, il a reçu évidemment une formation d'historien tout à fait classique, mais il s'intéresse aux sciences humaines, notamment à la sociologie et à la psychologie, et il est familier des travaux alors de Durkheim, mais aussi des travaux de Maurice Halbwachs sur la mémoire collective. Et cette ouverture disciplinaire qui est très visible chez lui, elle va se concrétiser notamment en 1929 dans la revue qu'il cofonde avec Lucien Febvre, dont le titre est Annales, Histoire, Sciences sociales. Alors, Bloch souligne un point qui est capital. Pour qu'une fausse information se répande et pour qu'elle se diffuse, il faut au préalable qu'existe ce qu'il appelle, je le cite, un bouillon de culture favorable. Bouillon de culture favorable. Autrement dit, un terreau. Il faut que les imaginations, je le cite encore, les imaginations soient préparées. Et c'est ce qu'il démontre parfaitement avec l'exemple que tu as développé tout à l'heure et que tu viens de développer, Anne, sur les atrocités allemandes commises en 1914 contre les populations civiles en Belgique et dans le nord de la France. Bloch montre qu'elles s'expliquent très largement par la combinaison de plusieurs facteurs: une situation de violence extrême, l'absence d'information et l'isolement des soldats, la grande peur des combattants qui connaissent à ce moment-là leur baptême du feu, et puis, très important, les souvenirs de l'action des francs-tireurs lors de la guerre de 1870-71. Ainsi, on voit comment la fausse nouvelle, c'est les Belges qui représentent une menace existentielle pour les troupes allemandes, comment cette fausse nouvelle naît en fait de représentations collectives qui, nous dit-il, c'est sa citation, elles naissent toujours de représentations collectives qui préexistent à sa naissance. S'ajoute à cela, je passe vite, une forme de justification, c'est-à-dire que la croyance dans la fausse nouvelle, ici les atrocités commises par les Belges ou par les civils belges ou par les civils français, permet de rendre légitime à ses propres yeux, de justifier en quelque sorte son propre déchaînement de violence. Ce qui est un point essentiel et qui explique beaucoup de choses, beaucoup de déchaînements de violence, y compris les plus actuels. Alors par parenthèse, il est quand même frappant de constater que d'une certaine manière, les mêmes causes en 1914 vont se reproduire en 1940, quoiqu'à une échelle moindre, puisque les atrocités allemandes se répètent en 1940. Il y en a moins, mais il y en a quand même, notamment dans le nord de la France, avec en plus des exactions contre les troupes coloniales et des viols de guerre. Bon. Mais il y a toujours cette idée-là. Je termine juste par une dernière illustration, moins spectaculaire, mais qui mobilise aussi le vrai, le faux, la rumeur. C'est le monde du maquis pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant l'occupation. Les premiers maquis naissent en 1943 et s'installent dans des zones montagneuses, dans des zones boisées. Le maquis, en 1943, c'est un monde nouveau. C'est un monde qui est caché, difficilement accessible. On ne le voit pas. Et ça le demeurera d'ailleurs jusqu'à la fin pour la grande majorité des Français. C'est aussi un monde dangereux, le maquis. Dangereux qui renvoie à des représentations anciennes, ancrées, la forêt, l'obscurité, les hors-la-loi, la culture du hors-la-loi. Tout cela produit inévitablement de la désinformation, de la rumeur et du légendaire, et de tous les côtés. Alors, les médias collaborateurs, d'abord, vont se déchaîner contre ce qu'ils appellent les bandits rouges. Et je pense notamment aux chroniques haineuses de Philippe Henriot sur les maquisards des Glières à Radio Vichy. Et cette diabolisation de l'ennemi permet de justifier les pires exactions dans un schéma qui est très proche de celui que décrit Marc Bloch. Mais à ces dénonciations répondent l'exaltation et l'héroïsation de ces mêmes maquisards, notamment au micro de la BBC, je pense aux chroniques de Maurice Schumann. En réalité, dans les deux camps, y compris dans celui de la résistance, le nombre et le poids des maquis sont mal connus et souvent très exagérés. Et puis sur le terrain, les rumeurs, les on-dit prospèrent. Un exemple, Georges Guingouin, le chef communiste des maquis du Limousin, le plus ancien maquisard de France. Autour de lui se crée
du légendaire, une réputation, ce que Marc Bloch appelle un folklore, tout un folklore, qui s'attache à cet homme et à ce qu'il représente. Et c'est un mélange d'admiration et de crainte, de familiarité et d'étrangeté, de respect et de suspicion, qui s'exprime par exemple dans les noms et les surnoms, dans les appellations qu'on va lui donner, qu'on donne à cet homme insaisissable, invisible. On l'appelle Loup Grand, le grand, le fou qui vit dans les bois, ou encore le préfet du maquis. Et les rumeurs à son sujet sont innombrables, elles sont incontrôlables. On lui prête des actions incroyables, des sabotages, des coups de main, des camouflets contre les représentants de l'État ou contre les collaborateurs. Tout ça réactivant une culture populaire qui existe déjà, qui est une culture du hors-la-loi, et qui donne lieu à des récits qui sont véritablement des récits épiques. Merci Julien. Alors très très vite, comme les autres, Cécile, je ne fais pas de transition. Moi, je vais revenir peut-être juste sur l'état de sidération, en fait, sur l'intensité émotionnelle qui neutralise la pensée. Et comme Marc Bloch le souligne, une rumeur, ça, on l'a dit, on l'a répété, hein, la question de la croyance, il y a toujours une croyance qui est à la base ou de représentation préalable. Donc, selon lui, ce qu'il nous dit, c'est qu'on croit ce qu'on a envie de croire à un moment donné. Et dans un contexte d'incertitude, de perte de repères, évidemment, on est plus enclin à croire qu'à penser. Et j'aimerais juste, par un exemple, montrer qu'à un moment donné, un récit fictif, aussi fou soit-il, peut être pris pour vrai, sur la base d'une croyance, mais aussi d'un espoir. Alors cet exemple, c'est après la chute du régime en Syrie, le 8 décembre, il y a eu tout de suite la libération des prisonniers dans tous les centres de détention en Syrie, et notamment dans la prison tristement célèbre de Sadnaya, qui est une prison qui a un centre de détention, mais qui est aussi un centre d'extermination. Et donc, tout de suite, il y a... Alors c'est un symbole de la barbarie du régime. Et donc, dès la libération, il y a à peu près 1700 détenus qui sortent de la prison. Et puis, on a toutes les familles, des milliers de personnes qui vont affluer vers ce centre de détention pour essayer de chercher des proches. Et là, très vite, il y a une rumeur qui se répand, après la libération donc, de cette première vague de prisonniers, qu'il y aurait des prisons souterraines. Et là, pendant 3 jours, on a des équipes de secours qui vont creuser dans le sol, les gens vont chercher, c'est quelque chose. Et c'est à ce moment-là que les équipes médiatiques étrangères, en fait, vont arriver sur place. Et là, on va avoir toute une surenchère médiatique sur la souffrance des familles. Il y a tout quelque chose d'extrêmement émotionnel et qui est très dérangeant aussi, et qui est un manque total aussi de respect pour les familles qui sont là-bas. Et en fait, les images où on voit des prisonniers sortant des prisons ont été des images qui ont été faites par les combattants qui sont arrivés dans les prisons. Et c'est des images amateurs, c'est des images, encore une fois, très pauvres, très opaques. Moi, c'est des images que j'ai vues, on voit des gens hagards qui ne savent même pas, où les gens leur disent « ça y est, il est tombé, c'est fini, tu peux sortir », les gens ne savent même pas où aller. Vraiment, c'est des images que j'oublierai jamais. Mais à Sednaya, donc, il y a une journaliste qui est assez célèbre, qui s'appelle Clarissa Ward, qui travaille pour CNN, et qui, elle, en fait, va se dire moi, je veux cette image, et qui va la créer, et on va la voir en train de tomber sur quelqu'un dans une cellule. Alors, tout le monde est parti, il y a une personne qui reste, et elle va filmer la libération de soi-disant de ce prisonnier d'une manière complètement... elle va lui donner de l'eau, c'est une mise en scène complètement délirante. Et un organisme syrien va montrer ensuite qu'il s'agissait... cette personne-là qui se présente comme un civil, c'est un ancien membre du régime qui était là depuis 2 mois. Tout ça est très opaque, mais on voit à quel point ce moment aussi d'intensité, de paroxysme en fait, émotionnel peut créer des fakes. Et en fait, il y a des négationnistes, il y a des gens pro-régime qui ont dit « mais regardez, c'est un faux », et qui vont invalider tous les autres récits de témoignages de prisonniers en minimisant aussi le rôle de cette prison. Donc c'est extrêmement, extrêmement dangereux, et c'est une vieille technique négationniste, évidemment, de prendre le petit grain, détail, pour nier tout le reste. Bien, merci beaucoup. Alors, pour conclure et vous céder la parole sur cette table ronde et surtout, au fond, sur sa dernière partie la psychologie du témoignage, évidemment, Marc Bloch n'est pas là pour défendre
je ne sais quel pyrrhonisme, de cette, je ne sais pas, une critique permanente du témoignage, disant qu'au fond, on ne sait jamais, rien n'est vrai, rien n'est faux. Et il le dit clairement dans un autre texte important qui a été cité, dans Apologie pour l'histoire. Il dit « Le scepticisme de principe n'est pas une attitude intellectuelle plus estimable ni plus féconde que la crédulité. » Donc, attention, bien sûr que tout est compliqué, comme aiment à dire les historiens, de façon un peu fade d'ailleurs. Bien sûr que tout est compliqué, mais la quête de la vérité, en tout cas de ce qui s'en approche, vérité peut-être un mot un peu pompeux, reste la ligne de conduite de Marc Bloch, et je crois la nôtre aussi. Voilà. Donc je vous cède la parole. Qui veut prendre la parole dans un premier temps? N'hésitez pas, n'hésitez pas. Comme on dit, alors s'il n'y a pas de première question, on passera à la deuxième question. Est-ce qu'il y a... Je crois que maintenant, plus personne n'ose prendre la parole parce que on ne sait pas si c'est vrai, si c'est faux. Donc on vous a intimidé complètement. Alors, on va remettre dessous. Bon, vous avez vu la complexité du sujet, donc c'était un peu un tour de force que de vous présenter, ces enjeux majeurs dans les situations de guerre. Je crois, je ne sais pas si sauf si quelqu'un veut prendre la... Ah, voilà, Julien Bonhomme. Une question, c'est peut-être une réaction. Vous avez mis dans le... Alors, le texte de Marc Bloch, c'est fausse nouvelle, le terme qu'il emploie. Et après, vous, dans l'énoncé de la table ronde, l'intitulé, il y a rumeurs et des informations qui sont quand même des choses assez différentes, ce que fausse nouvelle pourrait englober de manière un peu... Et est-ce que vous pourriez réagir là-dessus, parce que ça n'a pas été trop thématisé explicitement, sur la différence, en gros, entre un phénomène comme la rumeur qui peut naître et circuler de manière spontanée, sans forcément derrière aller chercher du mensonge intentionnel, alors que la désinformation, notamment la façon dont on le perçoit aujourd'hui, fake news, infox, il y a vraiment l'idée qu'on n'est pas forcément dans du faux qui peut circuler de bonne foi, on va dire, mais on est vraiment dans la question de fabriquer délibérément une intention qu'on sait fausse pour tromper. Et je me souviens, ça fait longtemps que j'avais lu le texte de Marc Bloch, je me souviens plus non si lui thématise cette différence ou pas, comment il se situe. Est-ce que pourriez-vous réagir un peu sur cette différence que vous n'avez pas trop, vous n'avez pas directement mis l'accent, et de temps en temps, dans les exemples que vous citiez, on était plutôt du côté rumeur, production, on va dire, sociale, spontanée, etc., et plutôt du côté des informations qui nous ramènent plutôt vers la question de la propagande, ou avec des institutions, des acteurs comme l'État, ou dans le cas, je trouvais hyper intéressant de Julien Blanc, ça peut être des journaux de la résistance qui aussi produisent des fakes de manière, dans le combat aussi, pour imposer sa version des faits. Qui veut répondre? Anne, Julien, je peux mettre mon grain de sel. Il est clair que le projet de Marc Bloch ne relève pas de la désinformation à proprement parler. Il insiste beaucoup sur la sincérité des acteurs. Il le dit d'ailleurs, je ne suis pas là pour juger. C'est-à-dire qu'il ne combat pas un discours d'État qui viendrait s'imposer aux acteurs. C'est pas ça son sujet, du tout, du tout. En même temps, les choses sont un peu poreuses aussi, c'est-à-dire que la désinformation pensée, réfléchie, visant à fabriquer du consentement dans les guerres, elle s'alimente aussi au feu de rumeurs qui circulent. Bon, je vous citais l'exemple de la légende de l'enfant aux mains coupées. Elle est très thématisée par la presse, hein, et même des dessins, un dessin de très mauvais goût, où on voit un enfant devant une tombe et des adultes à côté qui disent « il pleure sa main ». Donc tout ça est repris. D'ailleurs, ce serait intéressant de savoir à quel moment et comment se produit ce saut. À l'inverse, évidemment, la presse, il ne faut pas l'oublier, alimente le système de rumeurs. Je parlais du rôle des roulantes, qui sont une interface entre l'arrière et l'avant. Et autre chose aussi, évidemment, on n'a absolument pas parlé, justement, ce contact avant
arrière, Outre-Front et avant, ou par la correspondance pour la guerre de 14, qui est un biais où aussi circulent un certain nombre d'informations dans les deux sens, c'est-à-dire la rumeur qui vient des soldats et puis les civils qui informent les soldats. Mais ce qu'on entend très souvent dire du côté des tranchées, je vais dire du monde des tranchées, c'est que de toute façon, tout ce que disent les journaux est faux. Donc il y a une défiance absolue de la presse. C'est une des raisons pour lesquelles aussi se constituent des journaux de tranchées, une presse qui vise à l'autonomie, mais qui n'est pas indemne de rumeurs aussi. Voilà moi comment je réagirais. En tout cas, pour répondre à ta question précise, effectivement, on a un petit peu oscillé entre, tu as parfaitement raison, entre ces différentes notions, mais le programme de recherche de Bloch, il est vraiment la rumeur. Et d'ailleurs, n'oublions pas que c'est un historien du Moyen-Âge, on l'a dit, et ce retour de l'oralité, il le dit, j'ai cherché en vain, voilà, c'est ça, il le dit, au fond, on ne comprend la guerre de 14 que justement par le rôle de ceux qui font circuler la rumeur, les téléphonistes, les agents de liaison, etc. Et il dit, que dirait-on de recherche sur la légende napoléonienne qui laisserait de côté le colportage, ou sur les traditions médiévales qui ignoreraient le rôle joué dans une société encore peu dense par les jongleurs, les pèlerins, les marchands, les moines vagabonds, sans doute qu'elle néglige les problèmes essentiels. Donc c'est assez intéressant, c'est-à-dire qu'au fond, il étudie la guerre de 14 comme un historien du Moyen-Âge, au fond, avec ce substrat-là. Y a-t-il... Oui, alors, il y a un monsieur, il y a une dame. Oui, bonjour. Donc, Christophe Prochasson, tout à l'heure, a parlé de la notion de vérité avec ses bémols, hein, qui est souvent très... On va dire, les sciences sociales ont un peu du mal à parler de vérité. Je pense que c'est plus difficile encore dans la sociologie que dans l'histoire. Donc, je fais une thèse en sociologie, je suis allé côté de l'histoire pour un peu pouvoir défendre un peu l'idée à travers Gainsbourg notamment. J'utilise la notion de factualité. Et donc, je vois en même temps, j'ai l'impression en tout cas, qu'on arrive plus facilement à parler de faux que de vrai. C'est peut-être une impression, mais Cécile Boex a utilisé l'idée de c'était faux pour certains aspects. Et donc, vous aviez aussi évoqué la question du temps réel, ce qui est important. Donc, et moi, ce qui m'intéresse dans ma thèse, c'est le rapport entre médias et démocratie, c'est la fabrique des prises sur l'actualité en cours. Et donc, justement, j'essaye de montrer, dans mon étude de cas, pointer les erreurs factuelles de la presse, parfois, et comment ils participent à la construction de cette actualité. Donc, j'aimerais savoir un peu de vous, je sais pas, c'est une question un peu large, mais quelles sont, on va dire, les conditions que vous voyez pour qu'on puisse parler des vérités, ou est-ce que factualité est aussi un terme, quel rapport entre factualité et vérité, et comment ça se joue de manière plus spécifique dans la temporalité de l'événement qui est en cours. Voilà. Merci beaucoup. C'est une question très complexe. Je ne sais pas si je suis capable de répondre en si peu de temps. Surtout quand on étudie des phénomènes qui sont en cours. Et comme je le dis, finalement, alors il y a tout un arsenal aussi, parce qu'avec l'inflation, évidemment, des données, des informations, il y a aussi tout un arsenal de vérification qui s'est mis en place à côté. Il y a une économie de la vérification qui se fait par des experts, par tout ce qu'on appelle l'OSINT, l'enquête en ligne, etc. Donc ça, c'est avec le conflit en Syrie que c'est né. C'est vraiment Bellingcat et tous ces organismes dont le but est d'enquêter, de rechercher la vérité factuelle à partir d'enquêtes et dans une temporalité assez rapide, et qui met à concours plusieurs experts, souvent délocalisés et souvent qui n'ont pas accès au terrain des événements. Donc c'est assez particulier. Il y a beaucoup de choses à dire et à critiquer là-dessus. Mais du coup, du point de vue des sciences sociales, moi, comme je le disais, sur ce que j'essaye de faire, c'est pas à tout prix de savoir est-ce que c'est vrai, mais c'est comment les acteurs
prennent en compte cette question de dire le vrai, d'attestation, en fait. Moi, j'ai pas les moyens, en fait, pour chaque vidéo, mais j'ai des moyens, par contre, de sciences sociales, de contextualisation, d'épaississement des faits, de la compréhension. C'est ça les moyens dont on dispose, en fait, pour tendre, en fait, pour comprendre et pour tendre vers une vérité qui est une vérité, en fait, qui est celle de la démarche scientifique et de la démarche de connaissance, en fait. Je ne sais pas si j'ai bien compris. Merci. Julien, Anne, vous voulez prolonger sur cette question majeure? Oui, donc elle est complexe et donc ça sera bref comme pour répondre. Parce que il y a l'aspect judiciaire finalement, mais qui n'est pas les sciences sociales ne se situent pas sur le terrain. Par exemple, pour les atrocités qu'on évoquait tout à l'heure, les atrocités allemandes de l'invasion, il y a eu de multiples commissions d'enquête pendant la guerre et après la guerre. Il y a eu même un procès de Leipzig et il y a donc la publication de livres de toutes les couleurs, livres blancs, livres gris, etc., pour établir des faits. Mais alors, effectivement, le travail des sciences sociales n'est pas vraiment là. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est dans le relativisme et que, effectivement, que le vrai vaut le faux. Mais, en tout cas, ce que propose Marc Bloch, là, comme le disait tout à l'heure Christophe ou autrement, on est plutôt dans le feuilletage entre vrai et faux. Moi, ce que j'ai essayé de montrer brièvement, c'est que, finalement, du faux, comme certaines atrocités qui étaient fausses, les francs-tireurs par exemple, eh bien, ont produit de vraies atrocités parce qu'elles ont produit des réactions. Voilà. Et il y a toute cette incorporation du vrai et du faux. Et effectivement, notre travail avec des méthodes et tout un appareil critique qui évidemment doit être tout à fait robuste, y compris dans l'établissement des faits, mais néanmoins je pense qu'on n'est pas, nous forcément, notre rôle n'est pas forcément celui justement donnait Jean Norton Crue, de départager le vrai du faux, le bon témoin du mauvais. Madame. Mais alors justement, à propos de départager le vrai du faux, donc cette manipulation de l'émotion que peut provoquer quelque chose, il y a aussi donc comment faire pour se défendre du phénomène des fake news, des images truquées, une personne, à un niveau simplement une citoyenne, voilà, peut arriver à départager tout ça. Et puis ces contre-vérités, je veux dire, il y a des choses, moi c'est la première fois que j'entends parler de ces atrocités de l'armée allemande en Belgique, en 1914, j'ignorais complètement. Et pourtant, j'ai fait des études, j'étais moi-même institutrice, j'ai eu à enseigner. Alors, ce qui me pose problème, c'est tout ce qu'on ne sait pas. Ça me pose un très très gros problème. Comment faire pour connaître entre guillemets la vérité, parce que je veux dire la vérité. Comment fait-on pour vivre d'une façon citoyenne, en étant informé et en arrivant à départager justement les fake news, les rumeurs. Alors c'était une première question, puis c'était une deuxième question à propos de, quand on parle de en 14, la psychologie des masses, etc., mais quelle était la motivation du piou-piou qui partait faire la guerre, comme par exemple il y avait des en 14 dans certaines régions, on leur faisait dire à Berlin, parce que nous on dit Berlin, mais c'est Berlin en allemand. Et alors eux, ils criaient en un seul mot à Berlin. Mais pourquoi ils partaient faire la guerre à Berlin? Et ça m'est d'autant cher à mon cœur, c'est que je suis quand même d'un certain âge et mon grand-père a fait 14-18.
Et il a été blessé au chemin des dames. C'est comme ça qu'il n'est pas mort d'ailleurs. Mais pourquoi il est parti, mon grand-père, faire ça? Pourquoi? Alors, il y a deux immenses questions que vous avez posées. On va essayer d'y répondre rapidement puisque le temps est écoulé. Qui veut répondre à la première question? Je peux tenter une réponse, mais elle va être forcément décevante. Comment on se défend? Et vous avez raison de dire ça, il faut se défendre en fait, c'est très important, mais il faut croiser les sources, prendre un peu plus de temps, ne pas se laisser, mais c'est compliqué parce donc s'extraire du flot en fait de cette de cette chose qui remplace une autre, de cette accélération, essayer de vraiment s'en extraire et de prendre le temps en fait de comparer plusieurs sources, mais je sais que c'est aussi, ça peut devenir un luxe et ça peut devenir très chronophage en fait. Oui, non, juste sur cette question-là, en fait, alors bien sûr on peut pas le faire pour tout, mais de faire très attention, d'essayer de faire un peu ce que Marc Bloch nous dit de faire quand il parle de la critique. Alors évidemment pas au même niveau, mais de faire attention, d'essayer de s'informer en regardant différentes sources, en comparant et en se posant toujours la question de qu'est-ce qu'on me montre, pourquoi on me le montre, est-ce qu'il y a qui me le montre, comment on me le montre. Enfin, des questions très très simples, mais c'est une sorte de gymnastique intellectuelle qui peut permettre de prendre un petit peu de distance et en tout cas de ne pas tout prendre pour argent comptant. Parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a effectivement un certain nombre de médias qui martèlent un certain nombre de choses, qui montrent des choses avec des idées derrière la tête. Donc il faut faire attention à ça. Et voilà. Oui, je crois que l'un et l'autre, vous le dites fort bien. C'est-à-dire, au fond, d'avoir des réponses extrêmement concrètes, précises. Peut-être le mot vérité taille-t-il un peu trop grand au regard de ce qu'il convient de faire, comme vient de l'indiquer Julien. Alors, très rapidement, parce que le temps est écoulé, votre deuxième question, qui est une question fondamentale pour les historiens et les historiennes de la Grande Guerre, c'est-à-dire sortes de débats qui ont été engagés autour de ce qu'on a appelé le consentement patriotique à la guerre. C'est-à-dire, au fond, pourquoi ces soldats ont fait la guerre et pendant plus de 4 ans et l'ont fait tout en affichant leur souffrance, en dénonçant parfois la guerre, mais ont continué à la faire. Il y a eu... l'armée française ne s'est jamais débandée comme c'est arrivé déjà dans l'histoire. L'armée allemande non plus. Donc ça a tenu. Alors, effectivement, votre question est totalement légitime, fondamentale. Que combattaient-ils? Pourquoi ont-ils consenti? Alors, les historiens se disputent beaucoup là-dessus. Alors, ils se disputent d'ailleurs même sur le consentement lui-même, en disant que certains et certaines disent non, en fait, ils n'ont pas consenti, ils ont été obligés de faire la guerre et ils n'ont pas du tout accepté cette guerre. Et d'autres sont peut-être plus nuancés, disent qu'ils ont consenti pour des tas de raisons dans lesquelles ce qu'on a appelé, on n'a pas utilisé le mot parce que ça relevait plutôt de la désinformation, ce qu'on appelait le bourrage de crâne, c'est-à-dire la propagande. On a fait aussi croire un certain nombre de choses. Mais il y avait aussi du consentement intériorisé. Il est toujours très difficile de savoir ce que pensent les gens, surtout à distance. Alors déjà, nos contemporains, c'est compliqué, mais alors à distance, vous imaginez, qu'ont-ils dans la tête? C'est une question presque vaine à poser. Mais malgré tout, des dispositifs nous permettent de comprendre qu'un certain nombre d'arguments ont pu porter, comme la haine de l'ennemi, par exemple, qui a été... et il suffit d'observer d'ailleurs des conflits contemporains pour comprendre ce qu'est la haine et son rôle dans les guerres aujourd'hui. Je crois que de ce point de vue-là, malheureusement, les exemples ne manquent pas. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là parce que le temps a passé. Merci à toutes et tous et bonne suite de festival.